Bonjour, aujourd'hui on va voir le théorème de l'amitié. Voilà, c'est un camarade de promotion, donc ça date pas d'hier, François, que je remercie au passage, et qui m'a envoyé ce joli théorème, voilà, en toute amitié. Et vraiment, vous allez voir, c'est un magnifique théorème. Il pourrait faire l'objet d'un problème d'agrégation interne, parce qu'il contient un peu de combinatoire, de la réduction, un petit peu de forme quadratique à la fin, vous allez voir, une application aux formes quadratiques, et puis aussi un petit peu d'arithmétique. Il est vraiment assez complet, très agréable à exposer, vous allez voir ça. Alors, on commence tout de suite. On a un ensemble fini, I, d'accord, muni d'une relation R telle que I, R, J, implique que I est différent de J. En gros, elle est complètement non réflexive. Jamais, voilà. En fait, vous avez compris, c'est la relation d'amitié. On n'est pas ami avec soi-même. Ok. Elle est symétrique. Si I est ami avec J, alors J est ami avec I. Et on va rajouter, voilà, le petit truc qui n'existe pas vraiment dans l'amitié, mais qui quand même va nous donner une hypothèse forte, c'est que dès que I est différent de J, eh bien, deux éléments ont un unique ami commun. Il existe un unique K, tel que K est en relation avec I, et K est en relation avec J, et qu'on va appeler I wedge J. Ça peut faire penser à un PGCD. Le résultat du théorème de l'amitié, c'est que forcément, R est sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a un élément de I, qu'on va appeler I0, qui est ami de tout le monde, évidemment sauf de lui-même, et il crée des triangles d'amitié. En fait, les autres éléments de I à part I0 sont reliés par la relation d'amitié 2 par 2 et ils sont amis à lui. Voilà. Et dans ce cas-là, évidemment, quand vous prenez ces deux éléments-là, eh bien, ils ont 7 amis communs. Ces deux-là, ils ont 7 amis communs. Ces deux-là, par exemple, eh ben, ils ont 7 amis communs là. Donc vous voyez que ces sommets du graphe, d'accord, centrés sur I0, que j'ai dessiné un petit peu comme des pales de moulin, d'accord, eh bien, ça va bien vérifier cette relation. En fait, c'est la seule possibilité. Voilà. Alors, comment on va démontrer ça? Par l'absurde, en supposant qu'il n'existe pas un ami commun I0. Voilà. Ça va être ça, le point de départ. Alors d'abord, on va commencer par de la combinatoire et on va rapidement passer à de la réduction. Alors regardez la partie combinatoire, elle est assez simple. On va appeler A de I l'ensemble des amis de I, donc tous les éléments J qui vérifient J, R, I, et j'affirme que le cardinal de A de I ne dépend pas de I. C'est une constante. Alors attention, si vous regardez cet exemple, c'est faux, c'est archi faux, mais c'est parce qu'on est par l'absurde où il n'existe pas d'amis communs. Bien. Alors on va faire deux cas. Le premier cas, si I et J sont non amis, et le deuxième cas, si I et J sont amis. Dans le cas où I et J sont non amis, on a une application de A de I vers A de J, regardez, que je vais appeler FIJ, qui a K, donc K est un ami de I, va envoyer le seul ami commun de K et de J. J'affirme que c'est bien défini d'abord. Oui, parce que comme I et J sont non amis, eh bien K ne peut pas être égal à J. D'accord? Parce que J n'appartient pas à A de I. Et donc, K wedge J est bien défini, parce que je vous rappelle que pour que ce soit bien défini, il faut que I soit différent de J ici, d'accord? Donc, ici, il faut que K soit différent de J, et c'est le cas ici, parce que I et J ne sont pas amis. Maintenant, j'affirme, donc c'est bien défini d'abord, et c'est bien un ami de J, donc là, tout va bien. Alors j'affirme que FIJ est une bijection, parce que quand je fais FJI rond FIJ,
ça va faire l'identité. Et inversement, ce sera l'identité de l'un ou de l'autre. Alors regardez, pourquoi? C'est évident. Qu'est-ce que c'est que FJI rond FIJ de K? C'est le seul ami commun de I, d'accord, puisqu'on a pris FJI, et de FIJ de K, c'est-à-dire de K wedge J. Donc, qui peut être un ami commun de lui et de lui? Bon, d'abord, lui est différent de I, parce que lui c'est un ami de J, et que I et J ne sont pas amis, donc ça c'est bien de le savoir. Donc, ils ont bien un seul ami commun, et évidemment c'est K, puisque K est ami de K wedge J, par définition, par construction, et K est ami de I, parce qu'on avait pris K dans A de I. Et par unicité, eh bien, c'est juste K. Donc voilà, on a montré qu'on avait une bijection entre les deux. Donc, si I et J sont non amis, eh bien, on a le même cardinal. Maintenant, il faut regarder si I et J sont amis. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez qu'on est obligé de se servir du fait qu'on est dans une preuve par l'absurde. Étant donné qu'il n'y a pas un ami commun à tous, il existe un L qui est ami à I sans être ami à J. Et de la même manière, il existe un M qui est ami à J sans être ami à I. Voilà. Donc maintenant, regardez. D'après le premier cas, comme I n'est pas ami à M, on a A de I en cardinal qui est égal à A de M. Hein, d'accord? A de I en cardinal est égal à A de M. Et A de J est égal en cardinal à A de L. Voilà. Mais on va supposer, donc par l'absurde, que A de I est différent de A de J. Donc ces deux-là sont différents, ce qui va faire que ces deux-là sont différents. Mais s'ils sont différents, étant donné que quand ils sont non amis, alors ils sont égaux, d'après ce qui précède, s'ils sont différents, c'est qu'ils sont amis. Donc ceux-là, L et M, sont amis. Voilà. D'accord, vous voyez? Donc on a un carré d'amitié. Mais ça, c'est pas possible, un carré d'amitié, à cause des hypothèses. Parce que vous prenez I et M, ça leur fait deux amis communs différents, L et J. Donc, c'est absurde. Ce qui va faire que, finalement, quel que soit I et J, on a l'égalité, hein, le nombre d'amis, tout le monde a le même nombre d'amis, à partir du moment où on avait supposé qu'on n'était pas dans cette situation-là. Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer un petit peu la partie réduction. Alors on attaque la partie réduction. Comme d'habitude, on va considérer la matrice d'adjacence de cette relation, c'est-à-dire la matrice B ici, hein, que je vais appeler avec les coefficients BIJ, où BIJ, ça vaut 1 si I est ami avec J, et 0 si non. Ça va, d'après les hypothèses, être une matrice symétrique réelle, donc diagonalisable, et on va pouvoir faire un petit peu d'analyse spectrale. Si je regarde A, la matrice B au carré, que j'appelle AIJ, bien, vous remarquerez que AIJ, c'est la somme des BIK, BKJ. Comme les BIJ valent 0 ou 1, en fait, on a 1 si I est différent de J, parce qu'il n'y aura qu'un seul ami commun, par hypothèse, d'accord? Et si I égale J, en fait, ça va être les amis communs de I et de I. Donc finalement, ça va être les amis de I. Donc c'est le nombre d'amis de I. On a vu que c'était une constante, que ça ne dépend pas de I, je l'appelle gamma. Ça veut dire que A, sur la diagonale, ça va être que des gamma, et ailleurs, il va y avoir que des 1 à cause de cette hypothèse-là. Donc on reconnaît cette matrice, c'est vraiment une matrice classique qu'on rencontre très souvent. Bon, alors si on veut revenir à la preuve, une preuve assez simple, c'est que c'est gamma moins 1, matrice identité, plus la matrice J avec que des 1. Cette matrice J, c'est une matrice symétrique, elle est diagonalisable, voilà, sur R, il n'y a pas de problème. Et si on veut la diagonaliser, c'est vraiment pas difficile. On n'a qu'à calculer J2, et on voit que J2, ça fait N fois J. Ça veut dire que les valeurs propres, ça va être
n est 0. Mais vous voyez que la matrice étant de rang 1, 0 est valeur propre avec multiplicité n-1 de j. Ce qui va faire que gamma moins 1 plus 0, évidemment, puisqu'on ajoute gamma moins 1 identité, eh bien ça veut dire que le spectre de A, il va y avoir gamma moins 1, donc plus 0, avec multiplicité n-1. Et on va avoir gamma moins 1 plus n, puisque n c'est l'autre valeur propre, mais avec la multiplicité 1. Le vecteur propre associé à, disons, n pour j et gamma moins 1 plus n pour a, eh bien, ça va être simple, c'est le vecteur canonique avec que des 1. D'accord? Effectivement, vous voyez que la somme des lignes est constante, est égale à gamma moins 1 plus n, la somme des lignes, ce qui veut dire que E est vecteur propre pour cette valeur propre, c'est l'unique, d'après ce qu'on a compris, c'est l'unique droite propre. Bien. Alors, remarquez que BE, eh bien, c'est égal à gamma E maintenant. Oui, pourquoi BE c'est gamma E? Parce que quand on va faire BE, tout simplement, on va avoir le nombre d'amis à chaque ligne de I. D'accord? À chaque ligne I. Donc ça veut dire que BE, ici, le nombre d'amis, on a dit que c'était gamma. Donc BE égale gamma E. Ce qui veut dire que gamma est valeur propre de B pour le vecteur propre E. Mais quand on fait B2E, ça fait AE ici. Et donc, on a dit que ça faisait gamma moins 1 plus n, E. Ce qui veut dire, comme E est non nul, que gamma 2, d'accord, parce que là, quand je vais faire B2, ça fait gamma 2 est égal à gamma moins 1 plus n. Voilà, c'est un jeu d'enfant, vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est ravissant. Alors maintenant, on va regarder les autres valeurs propres de B. Eh bien, B, on a dit que c'était diagonalisable. On a une valeur propre, c'est gamma, donc je la mets de côté. Et je vais regarder les autres valeurs propres. Eh bien, je sais que quand je vais écrire B2, je vais avoir A. Et forcément, je vais avoir comme valeur propre gamma 2. Donc celle-là, c'est connu, c'est cette valeur propre-là. Et toutes les autres, donc les autres, c'est gamma moins 1. Donc ça veut dire que pour les autres, pour I allant de 2 à n, lambda I au carré est égal à gamma moins 1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des valeurs propres de B? Eh bien, il y a gamma et il y a racine de gamma moins 1 ou moins racine de gamma moins 1. Bien. Ce qui fait que la trace de B, on va regarder la trace de B. La trace de B, d'une part, c'est égal à la somme des valeurs propres, c'est-à-dire gamma plus, je vais appeler R le nombre de fois qu'on prend la racine positive, et S le nombre de fois qu'on prend la racine négative. C'est gamma plus R, racine de gamma moins 1, moins S, racine de gamma moins 1. Bon, R et S, on ne les connaît pas a priori. Bien, on sait que c'est juste des entiers. Mais maintenant, on sait d'autre part que trace de B égale 0. Parce que sur la diagonale de B, il n'y a que des zéros, puisque quand I est en relation avec J, I est différent de J. Bon, ça veut dire que c'est 0. Donc ça veut dire que là maintenant, on a une équation diophantienne, c'est-à-dire gamma, qui est un entier, R qui est un entier, S c'est un entier. On a une belle équation diophantienne, donc on va passer au volet arithmétique. Alors maintenant, j'ai recopié les équations qu'on avait. On avait gamma 2 égale gamma moins 1 plus n, et gamma plus R racine de gamma moins 1 moins S racine de gamma moins 1 égale 0. Les R et S étant inconnus ici, mais on va se concentrer sur gamma et n. Eh bien, cette équation-là, je passe gamma de l'autre côté, il devient moins gamma, je mets en facteur racine de gamma moins 1 et je mets au carré. Donc je vais avoir R moins S au carré, facteur de gamma moins 1 égale gamma 2. Voilà. Ce qui veut dire que gamma moins 1 divise, c'est une équation diophantienne, gamma moins 1 divise gamma 2. Or, le PGCD de gamma moins 1 et de gamma, c'est 1.
ils sont premiers entre eux. Hein, si vous voulez vous en convaincre, vous avez la relation de Bezout, gamma moins parenthèse gamma moins 1 égale 1. Du coup, on applique le lemme de Gauss, ça veut dire que gamma moins 1, il est premier avec gamma, donc premier avec gamma 2, et donc il divise 1. Voilà. Et s'il divise 1, c'est qu'il est égal soit à moins 1, soit à 1. Oui, mais égal à moins 1, non, parce que gamma, il peut pas être égal à 0, hein. Il y a quand même des relations d'amitié, sauf vraiment si c'était le truc complètement absurde où il y a 0, mais encore, ça marcherait pas. Donc finalement, gamma moins 1 est égal à 1, ça fait que gamma égale 2. Si gamma égale 2, on le reporte dans cette équation, et ça fait n égale 3. Et la seule relation qu'on obtient, c'est cette relation en triangle, qui est absurde parce qu'on avait supposé qu'il n'y avait pas d'amis communs à tous les autres. Or là, on est dans cette situation-là, finalement, hein, avec une seule pale, mais on est dans cette situation. Voilà, donc on a démontré par l'absurde qu'il y a un ami commun, et ce qu'on peut voir facilement, c'est qu'à partir du moment où on a un ami commun, ici, vous prenez un élément ici, forcément, il a un ami commun unique là, d'accord? Et ça va faire une relation 2 par 2. Voilà, à cause de l'unicité. Ce qui fait que le cardinal de I, c'est forcément 2n plus 1, et on voit facilement que c'est la seule situation qu'on peut avoir. Voilà, et maintenant, cerise sur le gâteau, on prend K, un corps fini, d'accord? Q, une forme quadratique non dégénérée sur K au cube, sur K3, et on va montrer, on peut le montrer, il y a plein d'autres méthodes, hein, mais on peut montrer qu'il existe un vecteur non nul tel que Q de U égale 0, c'est-à-dire que une forme non dégénérée, forme quadratique non dégénérée sur K3, quand K est un corps fini, est forcément une forme isotrope, puisqu'elle possède un vecteur isotrope. Alors, c'est facile. Regardez, la preuve, elle est vraiment immédiate. Sur l'ensemble des droites vectorielles de K3, c'est-à-dire P2 de K, je vais construire la relation d'amitié où D1, R, D2, si elles sont orthogonales pour la forme polaire de Q. D'accord ? Si elles vérifient une relation d'orthogonalité. Alors, supposons par l'absurde qu'il n'y ait pas de vecteur isotrope, alors on aurait une impossibilité d'avoir une droite en relation avec elle-même. D'accord ? Donc on serait dans cette situation, la symétrie, elle est vérifiée, et évidemment, comme on est en dimension 3 et que la forme est non dégénérée, dès que vous avez deux droites distinctes, elles forment un plan, et le plan possède un unique vecteur orthogonal. D'accord ? Ça, c'est dans la non-dégénérescence. L'orthogonale d'un plan, c'est une droite, en dimension 3, évidemment. Et donc, cette droite, ça va être l'unique orthogonale commune aux deux droites de départ. Donc, si il n'y avait pas de vecteur, isotrope, eh bien, on aurait une relation d'amitié telle qu'elle est exprimée au tout début. Ce qui veut dire que on aurait un ami commun, donc on aurait une droite qui serait orthogonale à toutes les autres. Or, quand on a une forme quadratique non dégénérée, eh bien, si on avait une droite orthogonale à toutes les autres, elle serait dans le noyau de la forme, et ça, c'est pas possible. Donc, il existe donc on n'a pas cette situation-là, et donc il existe un vecteur isotrope. Entre parenthèses, cerise sur la cerise sur le gâteau, eh bien, on voit que ça devient faux si l'ensemble est infini, parce qu'ici, je prends comme corps R, et je sais que je n'ai pas de vecteur isotrope. Voilà. Donc, ça, c'est faux si l'ensemble est infini. Voilà, on a fait le tour de la question. Grand merci à François pour m'avoir envoyé ce petit bijou. C'est fini.